Donc, on avait obtenu l'expression du bilan des forces de pression sur un élément de volume des taux, la VFP, force de pression. Donc sur un petit élément de volume des taux, on avait obtenu donc moins gradient de P des taux, et on en avait déduit ce qu'on peut appeler la relation fondamentale de l'hydrostatique. Donc, ça, c'est dans un champ de pesanteur. On va compléter un peu aujourd'hui. On avait gradient de P égale ρg. La somme des forces est égale à 0. Donc, si on a juste les forces de pression et le poids, c'est-à-dire sur un volume des taux, ρ des taux G, la somme des forces de pression et du poids, si on dit que c'est nul, ça nous donne ça. Et de là, on avait obtenu P qui était P0 moins ρgz. P à l'altitude Z, si Z est orienté vers le haut. Alors, on va faire des exercices aujourd'hui liés à l'hydrostatique, mais peut-être on peut avancer tout de suite un peu dans le cours ou pas d'ailleurs. Vous préférez des exos ou... Ah. En fait, si on finit le cours matin, c'est mieux de finir. On fait que des exos. Ouais. C'est comme en optique, on a fait que des exos. Bon, on va pas finir le cours, mais je vais quand même faire la dynamique des fluides, parler un peu de cinématique et dynamique des fluides, peut-être jusqu'à Bernoulli, puis après on fait des exos alors. Ça vous va? Alors, donc l'équation de la statique, c'est somme des forces égale 0. Ok, super. Si on fait de la dynamique, donc vous vous rappelez en mécanique générale newtonienne, la relation fondamentale de la dynamique, c'est que mdv sur dt égale la somme des forces. Alors l'équivalent de ça pour les fluides, ça va être ce qu'on appelle l'équation de l'air, parce qu'on va travailler là avec des fluides non visqueux. On fera les fluides visqueux une autre fois. Alors, simplement, donc ça c'est ce qui s'applique à des points matériels ou bien à un solide donc, lié par la propriété que la distance entre deux points quelconques est constante. On a introduit la dernière fois la notion de particule fluide, c'est-à-dire un petit élément de fluide qui peut se déplacer. Et on a mentionné les deux points de vue, le point de vue de l'air et le point de vue de Lagrange. Le point de vue de Lagrange consistant à considérer une particule fluide, que je vais appeler P, et donc, qui à l'instant situé en R0 à T égale T0. Donc ça identifie une particule fluide. Et je vais suivre son mouvement. Au cours du temps, cette particule qui était à l'instant T0 au point R0, elle va se retrouver en R à l'instant T. Donc j'ai une relation R de T, la position de la particule en question à l'instant T, mais évidemment, il y a des particules fluides partout, et donc il faut que je précise de laquelle je parle. Donc c'est la position à l'instant T de la particule qui était en R0 à l'instant T0. Alors ça fait des notations qui peuvent être un petit peu compliquées. L'essentiel c'est bien de comprendre de quoi on parle. Donc ça c'est le point de vue de Lagrange, on suit les particules dans le mouvement. Et donc pour une particule fluide comme ça, on voudrait traduire la relation fondamentale de la dynamique en disant que la masse de cette particule fluide fois la dérivée de sa vitesse par rapport au temps est égale
la somme des forces qui s'appliquent sur cette particule fluide. Sauf que là, je mets des guillemets pour l'instant, parce qu'il y a une ambiguïté sur cette dérivée. Enfin, on va la lever tout de suite, c'est pas ambigu en vrai, mais il faut réaliser que si on ne fait pas un peu attention, on ne sait pas trop quoi écrire là. Parce qu'en fait, donc c'est la dérivée par rapport au temps de la vitesse de cette particule-là. Mais où? Cette particule-là, un peu plus tard, elle va être là. Un peu plus tard, elle va être là, enfin, si on suit sa trajectoire. Mais il faut faire attention que cette vitesse, il y a aussi le point de vue de l'air. Donc ça, c'est le point de vue de Lagrange. Et le point de vue de l'air, je vais le mettre là du coup. Le point de vue de l'air, c'est que vous regardez le fluide dans son ensemble à un instant t. À l'instant t, en chaque point, il y a une certaine vitesse qui dépend de la position. Donc là, en un point R1, en un point R2. Bref, en chaque point, il y a une certaine vitesse, c'est ce qu'on appelle le champ de vitesse. Maintenant, si on revient à l'instant suivant, à l'instant t plus dt, il va y avoir en ce point-là, éventuellement une autre vitesse, en celui-là aussi, à moins que l'écoulement soit permanent, et donc, en chaque point, la vitesse sera toujours la même au cours du temps. C'est possible aussi, avec un écoulement stationnaire. Néanmoins, si vous avez un écoulement stationnaire avec cette particule, enfin, je ne sais pas, je trace des lignes de courant comme ça, comme on a fait la dernière fois. Imaginez un écoulement stationnaire. Si vous revenez à un instant ultérieur, le champ de vitesse sera le même. Ça ne veut pas dire que les particules fluides ne subissent pas d'accélération. Cette particule-là, à l'instant suivant, va se retrouver là, puis là, puis là. Et donc elle aura une vitesse différente. Donc la particule fluide peut subir un changement de vitesse, si vous considérez la particule elle-même, alors même que le champ de vitesse ne varie pas dans le temps. Donc vous voyez que les deux points de vue ne sont vraiment pas la même chose. Hein. Dans un cas, si vous vous intéressez à la vitesse en un point défini géométriquement, la vitesse ne va pas changer, sa dérivée par rapport au temps va être nulle. Tandis que si vous vous intéressez à la vitesse de la particule qui est là, qui est en R0 à l'instant t0, elle, sa vitesse va varier au cours du temps. Sa dérivée par rapport au temps ne sera pas nulle. Donc, quand on écrit une dérivée par rapport au temps, il faut savoir de quoi on parle. La dérivée par rapport au temps du champ de vitesse ou la dérivée par rapport au temps de la vitesse d'une particule qui suit une trajectoire. D'accord ? Alors, on va, pour lever cette ambiguïté, on va introduire donc ce qu'on appelle la dérivée particulière. Qui justement, pour lever l'ambiguïté, est écrite avec un autre symbole. Donc on écrit avec un D majuscule. D. Alors en fait, je ne vais pas le faire que pour la vitesse. Je vais m'intéresser à la dérivée particulière de n'importe quelle fonction, de n'importe quelle grandeur G. G comme grandeur. D'accord ? Donc, dérivée particulière, c'est la dérivée, si vous voulez, dans le point de vue lagrangien, c'est-à-dire en suivant la particule. Donc, je considère une particule fluide, P. À l'instant T0, elle est en R0, c'est comme ça que j'identifie cette particule fluide. Et puis ensuite, je vais dire à l'instant T, elle est en R. Et puis, à l'instant T plus dt, elle est en R plus dr. Elle s'est déplacée, et ce que j'appelle dérivée de la grandeur G qui concerne la particule par rapport au temps, c'est G, la valeur de la particule en R plus dr à l'instant t plus dt,
moins donc ce qu'elle vaut maintenant, là où elle se trouve maintenant, enfin maintenant là où elle se trouve maintenant, moins ce qu'elle valait avant, là où elle était avant. D'accord? Donc je l'ai vraiment suivi dans le mouvement. Moins G de R et T divisé par dt. Et je fais la limite de ça quand dt tend vers 0. D'accord? Donc ça, c'est la définition de la dérivée particulière. C'est la valeur at plus dt moins la valeur at divisée par dt, limite quand dt tend vers 0. C'est la dérivée standard, mais vous voyez qu'il faut faire attention qu'il n'y a pas juste le temps qui a évolué, la particule s'est déplacée pendant ce temps-là. Et je l'ai suivi, donc voilà. Alors, eh bien, on va simplement développer ça avec un développement de Taylor, ou développement limité, je ne sais pas ce que vous préférez, comment vous préférez vous le représenter. Mais donc, G en R plus dr à T plus dt, c'est... alors, ouais, je suis en train de me demander si pour que ce soit explicite, si je remplace ça par x, y, z, x plus dx, peut-être. Ce sera peut-être plus simple pour ceux qui sont moins à l'aise mathématiquement. Donc, je suis en x plus dx, en y plus dy. Hein, les variables spatiales, je les développe. Enfin, je les écris en cartésienne, comme ça nous permettra de voir aussi l'expression cartésienne de... Enfin, pour ceux qui ne sont pas super à l'aise avec les gradients, ça va être mieux, je pense. Et ça, par définition, ça c'est... Enfin, pas par... Enfin, si, oui, au premier ordre, si vous voulez, ça fait g de x, y, z, t, plus dg sur dx, dx, partie sur x, plus g de, x, y, z, t, plus... excusez-moi. Ça, plus, voilà, on s'est déplacé de dx, donc j'ajoute la dérivée partielle par rapport à x, excusez-moi, plus on s'est déplacé de y, donc j'ajoute la dérivée partielle par rapport à y, plus on s'est déplacé de dz, donc j'ajoute la dérivée partielle par rapport à z, et on s'est déplacé de dt, donc j'ajoute la dérivée partielle par rapport au temps. C'est bon ça? C'est juste le développement au premier ordre, hein, parce qu'après on fait tendre la limite vers 0, donc après il y a des termes en dx carré, enfin, bref, dx dy, dt carré, bon, tout ça tendra vers 0, donc c'est le développement au premier ordre. Et par conséquent, d grand G sur dt. Alors, pardon, je vais remplacer maintenant, je vais dire que dx, si la vitesse du fluide, c'est v, dx, ce n'est rien d'autre que vx dt. Pendant dt, on s'est déplacé de vx dt, suivant x. dy, c'est vy dt. dz, c'est vz dt. Et par conséquent, je peux écrire la dérivée particulière de la grandeur g, quelle qu'elle soit, par rapport au temps, donc, en suivant la particule. C'est ça moins ça divisé par dt. Ça fait donc d rond g sur d rond x vx, plus d rond g sur d rond y vy, plus d rond g sur d rond z vz, plus d rond g sur d rond d. Voilà. Et ça, cette expression-là, alors c'est v scalaire gradient, v scalaire nabla de g. Je vais l'écrire
je vais le réécrire comme ça fait V, enfin, je l'écris plutôt que de le dire, vous allez le voir. Enfin, c'est évident, mais ça va justifier l'écriture qui suit. Voilà, ça. Toujours plus DG sur C. Et ça, vous voyez qu'en fait, c'est le produit scalaire entre le vecteur Vx, Vy, Vz et le vecteur, entre guillemets, l'opérateur vectoriel qu'on a déjà identifié et noté nabla, d sur dx, d sur dy, d sur dz, des ronds, hein, dérivés partiels. Donc ça, c'est tout ça appliqué à G. Produit scalaire, c'est Vx d sur dx, plus Vy d sur dy, plus Vz d sur dz, tout ça appliqué à G. Voilà. Donc finalement, la dérivée particulière, d grand G sur dt, bon, je vais mettre la dérivée partielle d'abord, dérivée partielle par rapport au temps, plus V scalaire nabla, que certains notent V scalaire gradient, je préfère scalaire nabla, parce que en fait, nabla, ça n'existe pas à la base. oui, mais gradient non plus. Mais je veux dire, mathématiquement, c'est pas... C'est un opérateur vectoriel. Enfin, c'est un opérateur vectoriel qui s'applique, qu'on peut appliquer à un scalaire, comme ça, qu'on peut appliquer à un vecteur par produit scalaire, comme ça, pour faire la divergence, ou par produit vectoriel pour faire le rotationnel. C'est une notation pratique. C'est pour les physiciens. Si, vous inquiétez pas, ils utilisent ça aussi. Enfin, d'abord, il n'y a pas vraiment de distinction entre physiciens et mathématiciens, mais enfin, je veux dire, enfin, ça a un sens quand même. Ça a un sens de le représenter comme un vecteur plutôt que simplement par ses coordonnées, précisément parce que écrit comme ça, c'est indépendant du système de coordonnées. C'est nabla. Si vous changez de système de coordonnées, si vous passez en cartésienne, ou bien si vous faites un changement de repère, même en cartésienne, mais un changement de repère, j'ai dit cartésienne, je voulais dire cylindrique, sphérique, ou bien cartésienne, mais avec une autre orientation, il y aura d'autres coordonnées, il y aura une autre expression de ce vecteur, mais il gardera toujours son sens. Je vous rappelle que la définition du gradient, c'est le gradient d'une fonction f, scalaire, un déplacement, égale df. Ça définit ça définit un champ de vecteurs qui est l'opération de cette entité sur la fonction. Et donc cette entité, nabla, c'est l'opérateur qui, appliqué à une fonction, donne son gradient. Il est défini comme ça. Bon, en tout cas, vous embêtez pas avec, sauf si vous êtes passionné, mais avec le sens profond et la nature mathématique du nabla. En tout cas, voilà, c'est bien pratique et ça fonctionne en vertu du fait que voilà, il y a une définition mathématique associée, bien sûr. Ok, donc finalement, la dérivée particulière d'une fonction g quelconque par rapport au temps, c'est la dérivée partielle par rapport au temps, plus v scalaire nabla appliqué à la fonction. Yes? Donc si la particule fluide ne se déplace pas, si son v égale 0, ou si l'endroit où elle est, à l'endroit où elle est, v égale 0, ben, du coup elle va y rester. À ce moment-là, la dérivée par rapport au temps, c'est juste la dérivée partielle par rapport au temps, parce qu'elle ne va pas se déplacer en l'occurrence cette fois. Mais si elle se déplace, il pourrait même y avoir, comme je l'évoquais tout à l'heure, il se pourrait que la grandeur g définie, évidemment c'est un g défini en R et en T, G est défini partout dans le fluide,
même si, enfin, il se pourrait très bien que en chaque point, G ne varie pas au cours du temps, c'est-à-dire que la dérivée partielle est nulle, néanmoins la dérivée particulière ne sera pas nulle si la particule se déplace, parce que maintenant elle se retrouve ailleurs, et ailleurs c'était pas forcément la même valeur que ce qu'il y avait là où elle était avant. Voilà. Bon. Alors, une fois qu'on a posé ça, il n'y a aucune difficulté. Hein, c'est vraiment, je prends la valeur là où elle était, la nouvelle, et je regarde la différence, et je divise par le temps. C'est la dérivée standard par rapport au temps. Mais en vertu de cette ambiguïté que j'ai mentionnée, on prend bien soin de distinguer, et on appelle dérivée particulière, et on note grand D sur grand D. Enfin, grand D de la fonction sur grand D. Alors maintenant, dans le cas particulier, si la grandeur G est en fait la vitesse, ça s'applique à n'importe quelle grandeur physique, d'ailleurs scalaire ou vectorielle. Si je prends pour cette grandeur la vitesse, je vais me demander comment varie la vitesse de la particule fluide entre un point de départ et un point d'arrivée. Et donc, je vais écrire que la dérivée de la vitesse en suivant la particule, dv sur dt, c'est ce qu'on vient de calculer. Du coup, ça fait d rond v sur d rond t, où ce v là est le v à la position r à la position t. Donc ça, c'est la représentation de l'air. Hein. Tandis que là, je suis la particule dans ce mouvement, donc c'est plutôt la représentation de Lagrange. Hein. Plus, c'est ce qu'on vient de calculer, v scalaire nabla appliqué à v. Enfin, normal. Ceci est vrai pour n'importe quelle grandeur, en particulier pour la vitesse. Maintenant, si on revient à la relation fondamentale de la dynamique, oui. Ça s'appelle comment enfin, il y a la dérivée locale et... Dérivée là. Locale et à côté, c'est quoi? Dérivée particulière. Ah, ça c'est un terme d'advection, je sais pas. Moi, je connais pas de nom pour ça. Vous voulez dire dérivé à quelque chose? Ouais, je crois. Ah, alors, désolé, ça existe, je ne sais pas. Alors, on peut après, enfin, ça, on va le transformer après, oui. Ça fait 1,5 de grade de V carré moins V vectoriel rotationnel de V. On va l'écrire tout de suite, mais pour l'instant, donc, voilà la dérivée de la vitesse quand on suit la particule. Et en fait, c'est cette dérivée-là qui est pertinente quand on applique la relation fondamentale de la dynamique. Parce que la relation fondamentale de la dynamique nous dit que si on exerce une force sur une certaine particule, eh bien, écrire m, la dérivée de la vitesse, est égale à la somme des forces. Quand on écrit ça, en fait, quand on fait de la physique du solide, on n'a pas besoin de distinguer. C'est forcément la dérivée, on s'intéresse à un corps. Donc la dérivée de sa vitesse, c'est la nouvelle vitesse là où il est maintenant, moins la vitesse là où il était. Donc en fait, c'est la dérivée particulière, celle-là. Dans le cas du solide, il n'y a pas d'ambiguïté, parce que vous suivez un solide, la vitesse n'est pas définie ailleurs que là où il est. Donc c'est forcément la vitesse du corps là où il est. Il n'y a pas de vitesse ailleurs. Mais dans le fluide, il y a des vitesses partout. Donc en fait, quand on fait de la physique du fluide, il faut réaliser que l'équation fondamentale de la dynamique concerne en réalité la dérivée particulière, celle qui suit la particule. Et donc, la version fluide de la relation fondamentale de la dynamique, cette équation de Newton, c'est en fait... Alors, la masse de la particule fluide, donc dv sur dt, plus v scalaire nabla v, égale somme des forces. Hein, tout simplement.
Et la masse de la particule fluide, bah, c'est ρ d'étau si son volume c'est d'étau. Hein. Là, je suis à l'échelle mésoscopique, hein, vous vous rappelez. Donc c'est infinitésimal, mais néanmoins, c'est suffisamment grand pour que, à l'intérieur de ce volume, il y ait une vitesse moyenne bien définie. On peut regarder la force qui s'exerce sur toutes les particules dans le fluide, et puis on peut définir une densité de matière moyenne en ce point-là. Ça, c'est au point R, et à l'instant T, si le fluide est compressible, enfin si la densité varie, tout ça, c'est de R et T. Donc là, je suis dans le point de vue de l'air, hein, maintenant. La dérivée lagrangienne, si vous voulez, de la vitesse, c'est la dérivée partielle de la vitesse eulérienne plus V scalaire nabla à cette vitesse. Voilà. Alors, la somme des forces. Alors, on a coutume de séparer les forces de pression et les autres forces qui s'exercent sur le fluide. Alors, la somme des forces, donc, les autres forces, je vais appeler ça donc je suis sur un petit volume d'étau, donc je mets dF extérieur, c'est la force extérieure. Enfin, pas forcément extérieure, ça peut être interne, mais je vais mettre force non de pression, autre que les forces de pression. On va avoir une écriture un peu plus sympa après. Plus dF de pression. D'accord. Juste la somme des forces, donc c'est les forces de pression, plus les forces qui ne sont pas des forces de pression. Tout ça pour pouvoir écrire ici que la force de pression, bon, je l'ai effacé, je l'ai rappelé, vous vous rappelez, la force de pression, c'était, enfin, le bilan de la force de pression sur un volume d'étau, c'était moins gradient P d'étau, c'est ce qu'on a vu la dernière fois. Donc si je divise tout par d'étau, je m'intéresse à la particule fluide, je vais avoir l'équation ρ dV sur dt plus ρ V scalaire nabla V égale, donc dF, enfin ce dF c'est déjà sur d'étau, pas agréable, ouais. Voilà ici. Ouais, allez, dF sur d'étau autre, moins 1 grade de P. Voilà. Ouais. C'est pas... Et bien ça s'appelle l'équation de l'air. C'est l'équation, dans le point de vue eulérien, ça nous dit comment varie le champ de vitesse. Enfin, donc il y a la dérivée par rapport au temps, la dérivée par rapport à l'espace, donc c'est le champ de vitesse qui est considéré. Et voilà la relation fondamentale de la dynamique appliquée sur chacune des particules fluides. Ça se traduit par cette équation, qui est donc l'équation de l'air. Quand je vous ai dit au tout début de l'année, il n'y a en mécanique que la relation fondamentale de la dynamique, ça reste vrai. Je me dis, ah oui, mais il y a aussi l'équation de l'air. Non, l'équation de l'air, c'est la relation fondamentale de la dynamique, c'est juste qu'on considère qu'il y a plein de particules fluides les unes à côté des autres. On ne fait qu'appliquer une seule et même idée, qui est que le mouvement d'un corps de masse m est dicté par ça. Alors, si les seules forces extérieures qui s'appliquent sur la particule fluide sont en fait le poids, donc s'il n'y en a qu'une, si c'est le poids, ça va simplement être ρg. D'accord ? C'est mg divisé, enfin mg divisé par d'étau. M, c'est ρ d'étau, donc ça fait ρg. Bon, mais j'ai préféré garder un cas général où il pourrait y avoir d'autres forces, en particulier, comme je vous le disais avant-hier, en particulier des forces d'inertie si vous êtes dans un référentiel qui n'est pas galiléen. Et on verra des applications. Donc voilà l'équation de l'air. Alors, ouais. Donc ça, si uniquement
Bien. Alors, on peut transformer en fait ça là, V scalaire nabla V, c'est une propriété, enfin, vous pouvez le vérifier par les composantes. V scalaire nabla V, ça s'écrit aussi. Hein? Ah, pardon. Grade de V2 sur 2, ou 1,5 de grade de V2, enfin, voilà. Moins V vectoriel rotationnel de V. Alors, je suis jamais sûr du sens, c'est moi vérifier. Oui, c'est bien ça. C'est bien ça. Ça, je pense, enfin, on vous le donnerait dans un exercice. C'est le genre de truc, bon, une fois qu'on l'a en tête, c'est bon, mais d'une année sur l'autre, je l'oublie à chaque fois, c'est qu'il y a une relation de ce type-là. Ceci dit, ça se vérifie. En fait, bon, enfin, est-ce qu'on va passer du temps à démontrer ça? Ah oui, rotationnel, on l'a à peine introduit. Donc, le rotationnel de V, par définition, ça revient à appliquer nabla vectoriellement à V, c'est-à-dire D sur dx, D sur dy, D sur dz, vectoriel Vx, Vy, Vz. Et donc, c'est un vecteur, donc vous faites le produit vectoriel. Donc sur la première composante, ça fait dvz sur dy moins d de Vy sur dz, et puis après toutes les permutations circulaires, d'accord, dvx sur dvz, sur dz moins dvz sur dx, dvy sur dx moins dvx sur dy, voilà. Et si maintenant vous faites v vectoriel ça, hein, il va y avoir Vx, Vy, Vz, faites ça vectoriel ça, donc ça va vous faire ça fois ça, moins ça fois ça, etc. Et vous allez vérifier que ça donne ça. Le gradient de V2 sur 2, ça c'est le vecteur qui a pour composante d sur dx de V2 sur 2, d sur dy de V2 sur 2, et d sur dz, en cartésienne hein, bien sûr, d sur dz de V2 sur 2. V2 étant Vx carré plus Vy carré plus Vz carré. Vous pouvez tout développer, c'est un peu l'enfer, vous allez voir que ça marche. Bon, il y a mieux à faire pour le démontrer, mais amusez-vous si vous voulez vous habituer à manipuler un peu ces dérivés. Mais bon, un raisonnement vectoriel permet d'obtenir le résultat bien plus rapidement. En gros, c'est toujours l'idée de la règle de Leibniz. Hein. Vous avez grade de V2, c'est la dérivée donc, de V2, c'est V scalaire V. D'accord ? Et la dérivée de V scalaire V, vous allez avoir d'une part V, donc V scalaire nabla V, c'est lui, plus un V vectoriel, bon, enfin bon. Il se trouve que ça donne ça. Vous avez la dérivée du produit qui est la dérivée de chacun, de un seul. Enfin bon, ça fait ça. Bref. Ok, alors du coup, on peut réécrire cette équation de l'air sous une autre forme. Je peux me mettre là, c'est bon, vous n'avez pas besoin de noter tout ça. De toute façon, c'est juste pour vous montrer l'idée. Donc du coup ça fait ρ dv sur dt peut-être les ouais, enfin bon ouais, plus on a dit donc je vais mettre ρ en facteur ou non je vais tout diviser par ρ, donc dv sur dt plus grade
de V2 sur 2 moins V vectoriel rho de V égale, alors 1 sur rho, bah, je vais mettre dans le cas où il n'y a que le poids. Allez, G moins grade de P sur rho. Ok? Voilà. Sinon, c'est 1 sur rho de la densité de champ de force. Si uniquement poids. Sinon, vous savez quoi faire. Voilà, c'est une autre forme de l'équation de l'air. Donc, en fait, ces deux formes, dans certains problèmes, c'est plus utile d'avoir V scalaire nabla, dans d'autres, c'est plus utile d'avoir cette expression-là. Bon. Ah, peut-être je vais en profiter pour mentionner différents types d'écoulement. Oui, ça je pense qu'il faut qu'on le fasse. Alors, il y a ce qu'on appelle... Ah oui, l'écoulement stationnaire. Je ne sais pas si vous parliez peut-être d'autre chose, mais oui. Alors, un écoulement stationnaire, c'est un écoulement où toutes les grandeurs à la Euler, toutes les grandeurs physiques G de R et de T sont en fait dépendantes uniquement de la position. Donc il peut y avoir un écoulement, c'est-à-dire enfin, les grandeurs peuvent dépendre de la position, donc y compris la vitesse peut dépendre de la position. Quelqu'un a effectivement un écoulement, pas juste une translation globale, comme si on n'était pas dans le bon référentiel, entre guillemets. Mais ça veut dire que les dérivées par rapport au temps, les dérivées partielles, ou dérivées locales, comme vous disiez, c'est ça que vous... donc la dérivée partielle par rapport au temps, de n'importe quelle grandeur est nulle, parce qu'il n'y a rien qui varie au cours du temps. Globalement, sur le fluide, tous les champs du fluide sont constants. Ça, c'est un écoulement stationnaire, on dit aussi écoulement permanent parfois. Stationnaire, c'est... Alors ensuite, on a les écoulements incompressibles qui jouent un rôle important. Comme son nom l'indique, c'est un écoulement dans lequel le fluide n'est pas compressible, enfin, c'est-à-dire que ρ égale constante. Ah oui, ça me fait penser que avant-hier, on a démontré l'équation de la conservation de la masse locale, l'équation de continuité, hein, qui s'écrivait dρ sur dt plus diff de j égale 0, où j c'est ρv en fait. J'ai réalisé après coup, je vous ai dit si ρ est constant, on peut le sortir d'ici. Si ρ est constant, ça aussi c'est nul. Hein. Du coup, pour un écoulement incompressible, si ρ est constant, dρ sur dt vaut 0. Et ça s'écrit ρ. Enfin, du coup, ça fait ρ diff de v égale 0 aussi, si je le sors. Et donc, diff de v égale 0, tout simplement. Voilà, donc ça, c'est... Quand vous avez un écoulement incompressible, la divergence de la vitesse
est nul. Vous vous rappelez que la divergence, on avait vu que en fait la divergence est positive si le flow s'écarte comme ça, et puis si le flow converge, s'il diverge, il y a une divergence positive, s'il converge, il y a une divergence négative. Vous voyez que pour un fluide incompressible, la divergence en fait est nulle. Bah oui, parce que si vous faites converger, bah vous allez augmenter la densité. Si vous faites diverger, vous allez réduire la densité. Donc tout ça est très naturel. Hein. Donc un écoulement incompressible, si ρ égale constante, vous avez divergence de V égale 0. Alors des écoulements incompressibles, en général, c'est le cas quand vous avez un fluide. La plupart des fluides sont incompressibles. L'eau, enfin, ça peut être marginalement compressible, mais ρ dépend très très peu. Donc ne dépend, je vais mettre entre parenthèses pratiquement, mais pratiquement pas de la pression. Alors ça dépend de la température par contre. Ça peut dépendre de la température, mais donc si vous avez un écoulement où vous chauffez des bouts, des endroits, alors là c'est même un fluide, même de l'eau peut devenir, il se peut que vous ayez besoin que vous ne puissiez pas raisonnablement estimer que ρ égale constante. Alors ça pourrait être quand même constant dans le temps si l'écoulement est stationnaire par ailleurs, hein, constant dans le temps au sens où des ρ sur des t sera nul, mais néanmoins ρ pourra être différent à différents endroits si la température varie. Hein. Donc, usez votre bon sens. Hein. Et donc, bien souvent, donc pour un fluide en tout cas, pour un liquide, pardon, ça ρ dépend quasiment pas de la pression, mais même pour un gaz qui clairement est compressible, on a souvent affaire pour des gaz à des écoulements incompressibles. Donc écoulement incompressible d'un gaz. C'est-à-dire on peut considérer que le gaz est incompressible, grosso modo, dès lors que, dans bien des cas, si la vitesse du fluide, sa norme, est petite devant la vitesse du son. Bref. Alors, qu'est-ce qu'on disait? Oui, divergence de V égale 0. Un théorème bien connu de M. Poincaré nous dit que si div de V égale 0, il existe un champ scalaire phi. Non, scalaire, tel que V égale gradient de phi. Donc là, un champ juste qui dépend de la position, d'accord? Une grandeur, tel que V égale gradient de phi. Alors, ce qui est complètement évident, et ça, il faut que vous le reteniez, mais ça se retrouve en une ligne, ce qui est complètement évident, c'est que si V égale gradient de phi, alors bien sûr, divergence de V égale 0. La divergence... Qu'est-ce que je dis? Oui, non, attendez, je suis perdu. Non. Ah. Non, c'est pas... Non, excusez-moi, je confonds deux choses. Je suis dans une seconde. Je suis troublé, j'ai toujours mon esprit qui essaye de computer le truc derrière, là. Et j'ai peur d'avoir dit une bêtise, mais bon, c'est pas grave. Enfin, si c'est embêtant, mais vous vérifiez. Alors, attendez. C'est div de V égale 0, donc div, c'est nabla scalaire. Oui, donc c'est nabla vectoriel. Donc, c'est si le rod est nul, alors c'est la divergence d'un truc. Si la divergence est nulle, oui, c'est le rotationnel d'un oui. Donc, c'est un potentiel vecteur, merci. Et alors, du coup, c'est pas ça qui m'intéressait. On va le refaire proprement. Je vais laisser ça quand même. La divergence d'un rotationnel
la divergence d'un rotationnel, c'est nul. Eh ben c'est ça. Ah oui, non. Donc V, c'est le rotationnel d'une certaine grandeur. Mais on s'en fout un peu, du coup. Oui. Bon. Ça, d'accord. Non. Ce qui va être intéressant, c'est si c'est incompressible et irrotationnel. Donc, ok, voilà. Div de V égale 0. Bon. Ce que vous aviez écrit avant, c'est juste ou pas? Oui, oui, V ça. est égal à grade... Non, V est égal à grade du champ scalaire. Non, 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 ça, non, ça oublié. J'ai anticipé. J'ai anticipé sur ce que je vais dire maintenant. C'est si le rotationnel de V est nul, qu'il existe phi tel que, et on va le voir tout de suite. Donc, c'est le troisième type d'écoulement, l'écoulement irrotationnel. Pardon pour l'emmêlage de pinceau. J'ai anticipé un peu trop. En écoulement irrotationnel, c'est là que je voulais en venir. L'écoulement irrotationnel, ça veut dire que le rotationnel de la vitesse est nul, par définition. Et là, ça implique par le théorème de Poincaré qu'il existe une fonction phi telle que V égale gradient de phi. Donc, pardon. Alors, donc, théorème de Poincaré. Il existe un champ scalaire phi. Je répète exactement la même phrase. Donc, champ scalaire. Tel que V égale grade phi. Sorry. Donc, ce qui est complètement évident, c'est que si V égale grade phi, alors rot de V égale 0. Donc ça, retenez ça. Ouais. Ouais, bon. Si V égale grade phi, rho de V égale 0, puisque rho de V, c'est nabla vectoriel, grade phi, c'est nabla phi. Et là, c'est comme, enfin, pour vous en souvenir, si vous le vérifiez, si vous n'êtes pas sûr, là, vous avez un vecteur vectoriel, un vecteur parallèle. D'accord ? Donc cet opérateur nabla vectoriel nabla, il vaut 0. Donc le rotationnel d'un gradient, c'est toujours nul. Ça, c'est sûr. Ce que nous dit le théorème de Poincaré, c'est que la réciproque est vraie, en quelque sorte. Si vous avez un truc dont le rotationnel est nul, alors c'est un gradient. C'est le gradient de quelque chose. Alors attention, ce théorème mathématique a des conditions. En particulier, il faut que le milieu soit simplement connexe, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de trou. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que vous ayez si vous avez un obstacle comme ça, vous avez un écoulement autour. Vous pouvez avoir le rotationnel de V qui est nul partout, et vous ne pouvez pas en déduire qu'il y a un phi dont V est le gradient, parce que le domaine où ça s'applique, il n'est pas... Mais si vous avez un domaine qui est simplement connexe, c'est-à-dire qu'il n'a pas de trou, vous pouvez relier chaque fin, n'importe quelle trajectoire peut être déformée continuellement en un point, ce qui n'est pas le cas si vous avez un trou dans l'écoulement, puisque là, par exemple, si vous prenez cette trajectoire-là, enfin cette courbe-là, vous pouvez pas vous pouvez la déformer, mais vous ne pouvez pas passer à travers le trou, vous ne pouvez pas la ramener à un point. Bon, c'est des subtilités un peu... Enfin, tout ça pour dire qu'il y a des conditions à l'application de ce théorème mathématique, mais donc dans les conditions qui s'appliquent, où il s'applique, avoir un écoulement irrotationnel vous garantit qu'en réalité, vous avez un phi dont V est
phi. Et c'est la raison pour laquelle un écoulement irrotationnel s'appelle également un écoulement potentiel. Parce que V dérive d'un potentiel dans ce cas-là. Il existe une fonction phi, un champ scalaire, dont V est la dérivée dans le même sens que la force dérive du potentiel de l'énergie potentielle ou que le champ électrique dérive du potentiel électrostatique. Alors, écoulement potentiel, ça ne veut pas dire que c'est potentiellement un écoulement, ça veut dire que c'est un écoulement où il y a une fonction potentielle associée. Et du coup, s'il est irrotationnel et incompressible, irrotationnel, ça nous garantit ça. Incompressible, ça nous donne ce qu'il y avait écrit là, à savoir que div de V égale 0. Donc ça, c'est, voilà, V égale grade phi. Et donc vous avez div de grade de phi qui vaut 0. Et div de grade, c'est un opérateur qu'on appelle laplacien. Ça se note. Laplacien de phi égale 0 et ça se note avec un delta. Ça se dit laplacien. C'est l'opérateur de Laplace, si vous voulez. Ça, c'est le laplacien de phi. Alors, le laplacien, et comme ça on aura vu tout ça va beaucoup servir en électromagnétisme, en électrostatique. On aura vu tous ces opérateurs, donc gradient, divergence, rotationnel et laplacien maintenant. Donc comme vous le voyez, le laplacien de phi, c'est nabla scalaire nabla phi. Souvent on peut voir un grand L aussi, c'est pas le même. Ah, j'ai jamais vu la notation grand L. Peut-être que oui. Ah non, vous confondez avec le Lagrangien peut-être. Non? Je sais pas. En tout cas, non, laplacien, je pense que... Je sais pas. Vous confondez peut-être avec quelque chose. Ouais. Laplacien, c'est vraiment delta. Donc vous voyez qu'en fait, c'est nabla au carré. Des fois, on le note comme ça. Nabla carré. Phi. Nabla carré, ça fait delta. C'est pas génial ça, mais bon. Enfin, ça revient. Alors, ceci dit, c'est quand même enfin, c'est bien de le voir comme ça parce que ça vous donne immédiatement l'expression en coordonnées cartésiennes. Donc, en coordonnées cartésiennes, bah, laplacien de phi, en fait, c'est d2 phi sur dx2 plus d2 phi sur dy2 plus d2 phi sur dz2. Voilà. Ça, grade de phi, c'est le vecteur. Grade phi, c'est le vecteur d phi sur dx, d phi sur dy, d phi sur dz. Et si vous prenez la divergence de ce truc-là, la divergence de ça, c'est la dérivée de la composante x par rapport à x, plus la dérivée de la composante y par rapport à y, plus la dérivée de la composante z par rapport à z. Et ça donne bien ça. Donc c'est la dérivée, c'est la somme des dérivées secondes par rapport aux trois grandeurs. Alors, en cartésienne, si on est en cylindrique ou en sphérique, il faut faire attention, hein, c'est pas la dérivée seconde par rapport à phi, ou il y a toujours le même problème comme pour le gradient, il faut que ce soit homogène déjà pour commencer, enfin bref, il faut faire attention. Ceci dit, on vous donnerait les expressions du laplacien dans d'autres systèmes de coordonnées. Enfin, sachez ça, en tout cas c'est ça. Voilà. Donc pour un écoulement irrotationnel et incompressible, et c'est pas si rare que ça. Voilà. En particulier, si vous avez un fluide non visqueux qui initialement est dans un écoulement irrotationnel, vous le faites évoluer, il va rester irrotationnel.
théorème qui nous dit ça. Donc prenez de l'eau, qui est incompressible, disons, dans un écoulement qui démarre irrotationnel. Si vous pouvez négliger la viscosité, eh bien l'écoulement va rester irrotationnel. Donc c'est quand même un cas très général, donc ces écoulements potentiels. Et c'est donc caractérisé par cette équation-là, ce qu'on appelle l'équation de Laplace, et qui est très importante parce qu'il y a une analogie directe avec l'électrostatique. Puisque le potentiel électrostatique créé par une distribution de charge quelconque vérifie, alors dans une région où il n'y a pas de charge, vérifie delta V égale 0. Où V est le potentiel électrostatique. On verra ça bien sûr. Hein, mais donc du coup, si vous savez résoudre un problème d'électrostatique, ça vous donne une solution d'un problème équivalent d'écoulement des fluides. Et réciproquement, ce qui est très fort. Donc on peut faire des expériences d'électrostatique avec des écoulements. Vous mettez de l'eau, vous répandez de l'eau sur la table, puis vous mettez un petit trou, et puis ça va s'écouler. Eh bien, le champ de vitesse, ça va être le même que le champ électrique s'il y avait une charge négative là. Le même, exactement le même. Ah, bon. Mais aussi, Après cette interruption inopinée, reprenons. Oui. je crois par exemple, on peut aussi utiliser quand le fluide, quand n'est pas irrotationnel, mais quand on fait une ligne de. Oui, on va faire ça tout de suite là. C'est Bernoulli. Donc, relation de Bernoulli. Donc, soit l'écoulement est rotationnel, soit on suit une ligne de courant. On voit ça tout de suite. Donc, relation de Bernoulli. Et puis après, on fera l'interprétation énergétique de ça. Relation de Bernoulli. Alors, c'est pareil. La relation de Bernoulli, vous allez voir, c'est juste une conséquence directe de l'équation de l'air qui elle-même n'est que la traduction dans le langage, dans le contexte des fluides de la relation fondamentale de la dynamique. Alors, l'idée c'est que si vous avez un écoulement stationnaire, on va dire ça comme ça déjà, et irrotationnel, écoulement stationnaire irrotationnel. Voilà. Alors, ça veut dire que ρ de V égale 0. Et ça veut dire que dV sur dt égale 0. Rien ne dépend du temps dans un écoulement stationnaire. Et donc, vous avez grade de V2 sur 2 égale, je vais mettre de l'autre côté, plus P sur ρ. Je vais devoir dire aussi qu'il est incompressible. Alors, on va le faire proprement. moins G
égale 0. D'accord 0 vectoriel. Hein? Grade de V2 sur 2 plus grade de P sur ρ moins G égale 0. Jusque-là, ça va. Et maintenant, G, mg, c'est la force qui dérive du potentiel, l'énergie potentielle. Donc ça, c'est grade de eh bien, moins gz, g. Hein, parce que g, c'est guz, enfin c'est moins guz, pardon, et c'est donc moins grade de gz. OK pour tout le monde? Ça, c'est le vecteur qui a pour composante suivant x la dérivée de ça par rapport à x, 0. Suivant y, la dérivée de ça par rapport à y, donc 0. Et suivant z, la dérivée de ça par rapport à z, donc moins g. Alors, donc si c'est incompressible, par ailleurs, ça veut dire que ρ est constante, ne dépend pas de la position. Et donc, grade de P sur ρ ou grade de P sur ρ, c'est pareil. ρ, c'est juste un nombre. D'accord ? Par conséquent, j'ai ici le gradient de tout un truc, V2 sur 2, plus P sur ρ, moins Gz, donc plus Gz, qui vaut 0. Donc à travers le fluide, en tous les points, hein, vous vous rappelez que tout ça c'est des champs, hein, à l'instant T c'est stationnaire, donc ça ne dépend plus que de R. Z de R, c'est-à-dire le Z de l'endroit où on est. Hein. Donc ceci est vrai à travers tout le fluide, et si vous avez une fonction dont la dérivée spatiale est nulle, sur ces trois composantes, les trois composantes de la dérivée suivant x, suivant y, suivant z sont nulles, c'est donc en fait ce truc-là est constant. Donc vous avez 1,5 de V2 plus P sur ρ plus Gz égale constante. Ou si vous voulez, 1,5 de ρ V2, je le préfère d'ailleurs plutôt comme ça personnellement, plus P plus ρ Gz égale constant. Ça s'appelle la relation de Bernoulli. Donc faites bien attention, ceci est vrai dans tout le fluide, donc cette quantité-là, 1,5 de ρ V2 plus P plus ρ Gz égale constante, donc cette quantité, 1,5 de ρ V2 plus P plus ρ Gz, est la même en tout point du fluide, dès lors qu'on a ces conditions-là. On a besoin de ces conditions-là pour obtenir cette relation. Alors, on peut faire un peu mieux que ça et relâcher cette hypothèse-là. Mais alors, ce ne sera pas tout à fait vrai dans tout le fluide, ce sera vrai le long d'une ligne de courant. On va voir ça tout de suite. Là, au passage, mais on le fera peut-être une autre fois, parce que j'aimerais bien qu'on fasse un ou deux exos quand même de statique. Pardon ? Voilà, ça c'est clairement un bilan d'énergie, on le fera explicitement, mais vous reconnaissez ici la densité d'énergie cinétique. L'énergie cinétique, ce serait 1,5 de ρ d'étau V2 pour la particule d'étau. Ça, c'est mgz, l'énergie potentielle par unité de volume. Donc, énergie cinétique par unité de volume, énergie potentielle par unité de volume. Et ça, c'est la pression. Hein, donc, on verra que cette expression indique que la variation d'énergie mécanique, c'est-à-dire d'énergie totale du fluide, est égale au travail des forces de pression qui agissent sur les particules fluides.
Ceci est en fait un bilan d'énergie. En tout cas, c'est explicite dans le cas où on suit une ligne de courant. Ce qu'on va faire maintenant, voilà, je suis toujours dans la relation de Bernoulli, mais donc, le long d'une ligne de courant cette fois. Je vais prendre cette relation et je vais faire scalaire un déplacement. C'est-à-dire, enfin, scalaire DL, c'est-à-dire, ou DR, scalaire VDT. Voilà, tout simplement. Alors, je suis toujours en écoulement stationnaire, hein, donc ça c'est nul. Par contre, je lève l'hypothèse de l'écoulement irrotationnel. Donc ce sera vrai de façon totalement générale maintenant. Le long d'une ligne de courant, c'est-à-dire je me déplace, je projette cette relation sur un petit déplacement le long de la vitesse. Donc en chaque point, je projette le long de la vitesse en ce point-là. C'est pour ça qu'on dit le long d'une ligne de courant. La ligne de courant, c'est celle dont la tangente est toujours parallèle à la vitesse. Donc je fais un petit déplacement le long de la ligne de courant correspondant à VDT. Et à ce moment-là, ça me donne quoi? Alors, le point clé, c'est que V vectoriel rho de V pardon, je peux... Si, oui, je peux. Scalaire, un truc qui est parallèle à la vitesse, ça fait 0, puisque ça, c'est un vecteur qui est orthogonal à la vitesse, donc scalaire à la vitesse, ça fait 0. Donc c'est stationnaire. Donc c'est stationnaire, c'est juste stationnaire. Permanent. Stationnaire, c'est permanent. C'est la dérivée par rapport au temps, c'est nul. Mais si je me déplace le long d'une ligne de courant, alors, ben en fait, c'est une autre façon de faire sortir de faire sauter ce... Là, pour l'instant, il n'est pas encore nécessairement incompressible, mais oui, il va le devenir. Enfin, je vais faire après la même chose. Le seul truc, c'est que pour obtenir ça, il faut faire sauter ce terme-là, en gros. Donc, soit vous dites que vous avez un écoulement qui est irrotationnel, et du coup, il est nul, par définition, ce terme. Soit il n'est pas irrotationnel, ou pas nécessairement irrotationnel, l'écoulement, mais vous suivez le long d'une ligne de courant, donc vous projetez le long de la ligne de courant, et du coup, ça fait sortir ce terme aussi. Et donc, vous vous ramenez à une équation qui est ça, avec le scalaire VDT. Donc, ça, scalaire VDT égale ça, scalaire VDT. Et vous intégrez cette relation du début d'un point A d'une ligne de courant à un point B d'une ligne de courant. Et donc, vous avez somme. Donc, on est d'accord, on a ça, scalaire VDT égale ça, scalaire VDT. Alors, ouais, enfin, oui. Donc, je vais l'écrire comme ça, ça m'évitera de parler. De A à B, de grade de V2 sur 2. Alors, je vais faire la même astuce. Hein. Donc, plus P sur ρ plus GZ, d'accord? Tout ça, scalaire DL égale 0. D'accord? Vous voyez ça? J'ai besoin d'écrire une ligne intermédiaire. J'ai ça scalaire VDT qui vaut ça scalaire VDT. Donc, ça moins ça scalaire VDT égale 0. Et donc, l'intégrale de A à B de ça moins ça, c'est-à-dire ça scalaire VDT, c'est-à-dire DL égale 0. Et donc, ça veut dire que, or, maintenant, le gradient scalaire le déplacement,
par définition, c'est la dérivée de la quantité. Vous vous rappelez, je l'ai écrit tout à l'heure, je le remets là. Par définition, le gradient d'une fonction f, c'est le champ tel que gradient de f scalaire dr, c'est df. Donc ceci me dit que la somme de A à B de D de toute cette quantité-là, V2 sur 2 plus P sur ρ plus ρ gz, égale 0. Et donc, cette quantité-là en B, moins cette quantité-là en A, vaut 0. L'intégrale d'une différentielle, c'est la valeur finale moins la valeur initiale. Et donc, V2 sur 2 plus P sur ρ... Ah, pardon, plus ρ gz. Non, plus gz. Oui, c'est ça, plus gz. En B égale pareil en A. Ok? Bon, le tableau est un peu petit pour faire tout ça de façon complètement explicite. C'est de là à là que je suis allé un tout petit peu vite, mais ça va? C'est bon, hein? Bon, donc ça, c'est la relation fondamentale de la dynamique traduite en fluide, c'est-à-dire c'est l'équation de l'air. Et vous faites le produit scalaire avec un petit déplacement dr le long de la ligne de courant. Par conséquent, ça vous fait sortir ce terme-là, et donc il vous reste l'équation, celle-là. Il vous reste ça. Vous mettez tout d'un côté, ça fait un certain truc égale 0, vous intégrez le truc, et ça va vous donner, ça vous donne la relation qu'on a obtenue là. Alors ça, c'est le théorème de Bernoulli, en version étendue. On l'avait obtenu pour un écoulement irrotationnel. Là, on l'a de façon générale, donc je vais peut-être résumer. Donc, théorème de Bernoulli. Dans un écoulement stationnaire incompressible, la grandeur, la quantité, la grandeur physique, enfin la quantité, on va dire, je peux tout multiplier par ρ aussi, 1,5 de ρv2 plus P plus ρ gz. Alors, attendez, là non, justement, est constante le long d'une ligne de courant. Voilà. Mais ça peut être différent d'une ligne de courant à une autre. Donc, si vous avez un écoulement qui fait un certain truc, je vais lui mettre un obstacle, juste pour le plaisir. Un écoulement qui fait un truc bizarre, un autre obstacle. Dès lors que vous suivez une ligne de courant, le long d'une ligne de courant, cette quantité-là est constante, c'est-à-dire qu'elle vaut pareil ici, là, 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 là. Par contre, entre là et là, ça peut être différent. Ce n'est pas la même ligne de courant. Donc, ce qu'on a démontré, c'est que ça, c'est égal à 0 quand on va de A à B le long d'une ligne de courant. Si on ne va pas le long d'une ligne de courant, il n'y a aucune raison que ce soit pareil. Sauf si l'écoulement est irrotationnel, auquel cas c'est vrai partout, puisqu'on l'avait démontré de façon générale avant, sans avoir besoin d'intégrer le long d'une ligne de courant. Donc, dans un écoulement, c'est-à-dire la quantité machin est constante le long d'une ligne de courant, et même constante à travers tout le fluide,
si l'écoulement est irrotationnel. Ok? Voilà. Bon, avec ça, on est paré pour faire tous les exos qui ne nécessitent pas d'introduire la notion de viscosité qu'on fera une autre fois. Mais j'ai un peu peur. Quelle heure est-il là? Donc on a 25 minutes. Bon, on va faire maxi. Hein. C'est bon? Bon, vous aviez tous vu la relation de Bernoulli déjà. Je pourrais vous démontrer tout de suite qu'en fait ça équivaut à la conservation de l'énergie. Ou vous préférez des exos? Ça prend pas beaucoup de temps, mais ça prend un peu de temps. Ça risque de nous emmener au bout. Bon, on verra. On fait des exos peut-être plutôt. Hein? Comme vous voulez. Non? Vous voulez qu'on le revoie là? Non? Bon. Ok. Non, pas à gauche. Ah oui. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous le poser. Essentiellement, voilà comment on fait. Vous prenez un tube de courant. Vous suivez des lignes de courant. D'accord? Prenez un tube comme ça. Vous prenez un élément de surface. Et puis, vous suivez les particules fluides là, le long de leur ligne de champ. Et puis, vous allez considérer l'ensemble du fluide compris entre la section au niveau A et la section au niveau B. Et puis vous allez prendre ce fluide et vous allez voir où il est à l'instant suivant. À l'instant suivant, ça va s'être décalé. Cette portion de fluide va s'être décalée jusque-là. Enfin, elle va s'être décalée ici de combien? De la vitesse au point A fois dt. Et puis elle va s'être décalée ici éventuellement de plus ou de moins, enfin de la vitesse au point B fois dt, pendant dt. Et VA peut être différent de VB, en direction comme en norme. Donc voilà. Mais vous avez le tube jaune, là, enfin pas l'eau, qui est devenu le tube bleu. Et ce que vous dites, c'est que la variation d'énergie cinétique, ou même la variation d'énergie mécanique totale de cette quantité de fluide, c'est égal au travail des forces extérieures. Enfin, je veux dire, D de AC égale la somme des travaux des forces, comme toujours. Dans ces travaux des forces, il y a le travail du poids. Donc ça fait moins delta de EP, le travail du poids. Delta. Et puis, il y a le travail des forces de pression. Et le travail de force de pression, c'est P. Donc, c'est le travail des forces de pression. Il y a eu la pression qui pousse ici. Donc, PA fois la surface SA. Le travail, c'est la force fois le déplacement. Donc, fois VADT. Ça, c'est la pression qui pousse là. Et puis, il y a la pression qui retient de l'autre côté. Donc, moins PB en SB VBDT. Et l'énergie, la variation de l'énergie cinétique, c'est l'énergie cinétique qu'il y a maintenant en bleu, moins l'énergie cinétique qu'il y avait avant. Et donc, en fait, toute cette partie... Donc, ça, c'est la somme... Je vais mettre les comptes delta, finalement, excusez-moi. Ça, c'est la somme des 1,5
de mv2 pour toutes les particules. Donc c'est la somme des 1,5 de mv2 de tout le bleu, moins la somme des 1,5 de mv2 de tout le palo, là. De tout le jaunâtre. Donc en fait, il y a toute une partie commune. Donc la différence, c'est qu'il y a ça en plus et ça en moins. Donc vous avez 1,5 de mv2, somme des 1,5 de mv2 là-dedans. L'énergie cinétique de ce truc-là, c'est 1,5 de ρ. À cet endroit-là, elles vont à quelle vitesse les particules? Elles vont à VB. Donc 1,5 de ρ VB carré fois le volume de ce truc-là, qui n'est rien d'autre que SB VB dt. D'accord? La surface, la section. Okay. Et ici, les particules, elles valent. Enfin, l'énergie des particules, c'est 1,5 de ρ VA carré fois le volume. Enfin, ρ fois le volume, ça fera la masse, quoi. Hein. Donc, fois le volume. SA VA dt. Voilà. Donc vous dites ça moins ça, la variation d'énergie cinétique, est égale à la variation d'énergie potentielle. Bah, ça c'est MG, c'est la variation de MGZ. Donc ρ au point B, VB, ρ au point B, la masse là c'est donc SB VB dt fois G fois ZB. Et puis là, donc, ça c'est l'énergie potentielle ici. Et l'énergie potentielle ici, c'est pareil avec des A. Attention, là quand je mets ρ, c'est ρ à cet endroit-là. Si le fluide est incompressible, c'est le même, mais sinon c'est le ρ local. Donc vous faites ce bilan, voilà, vous avez l'énergie, la variation d'énergie potentielle entre là et là, la variation d'énergie cinétique, et vous dites c'est égal à une force de pression. Vous simplifiez par les SA, VA, DT, machin, et vous tombez sur la relation de Bernoulli. Donc, je ne le fais pas juste pour gagner 5 minutes, mais vous voyez l'idée. Hein. Donc, la relation de Bernoulli nous dit qu'en fait, dans un mouvement comme ça, ça revient à avoir pris du fluide là et l'avoir mis là. Parce que le reste, ça a remplacé par un autre, mais avec les mêmes conditions de vitesse. Si c'est stationnaire, c'est la même vitesse, la même position, donc c'est les mêmes énergies. Donc en gros, vous prenez du fluide là, vous le mettez là, et qu'est-ce qui fait ce boulot? Les forces de pression, c'est tout. Vous écrivez ça et ça vous donne la relation de Bernoulli. Et du coup, c'est clair que c'est uniquement le long d'une ligne de courant, parce que c'est, évidemment, si vous prenez l'énergie cinétique d'un truc qui est ailleurs, bah, c'est pas le même qui l'a remplacé. Donc, voilà. Donc ça ne marche que le long d'une ligne de courant. Donc tout ça est parfaitement clair. La relation de Bernoulli n'est rien d'autre que la conservation de l'énergie. Ok, allez. Le long d'une ligne de courant. Allez, exo. Donc je vous ai distribué 2 feuilles, enfin 3 feuilles en 2 fois, enfin en deux ensembles. Je vous propose qu'on commence plutôt par la feuille 2. Et par l'exercice 2, c'est vraiment un truc super typique et ça ne nécessitera pas beaucoup de calcul. Comme ça, on va pouvoir faire un peu plus, comme il est un peu tard déjà. Donc, feuille 2. Exercice 2. Tout le monde là? Ouais. Moi, je peux même vous en donner 2, si vous voulez. Parce que j'en ai un peu plus pour une fois. Tout le monde a, c'est bon? Vous en revoulez? Hop. Ah, par contre, ça y est, je suis au bout. Alors, on a un réservoir avec 2 tubes, comme ceci. On met de l'eau
sur une hauteur H2. Au-dessus de l'huile sur une hauteur H1. Là, il y a de l'huile, ça monte jusqu'à un certain endroit, qu'on appelle E. Et l'eau, qui est bleue, comme chacun sait, n'est-ce pas? Qui monte jusqu'à une certaine hauteur D. Alors, j'ai mis arbitrairement la position de E et D, et justement, on nous demande quelle est l'altitude de E et quelle est l'altitude de D. Et alors on est dans un champ de dans le champ de pesanteur terrestre. On nous donne pour l'application numérique, ça va être 6 mètres, ça va être 5 mètres. Et bien sûr, il faut connaître la différence de masse volumique, le rapport des masses volumiques en l'occurrence. Donc on nous donne la densité de l'huile. On va rappeler que la densité, par définition, c'est la masse volumique rapportée à la masse volumique de l'eau. Par définition, la densité d'un truc, c'est le rapport de sa masse volumique à celle de l'eau dans les mêmes conditions de température et de pression. Pour des liquides, ça ne varie quasiment pas avec la pression, mais bon. Rho de l'huile sur voilà, et on nous dit que ça vaut en l'occurrence pour cette huile-là particulière 0,85. Vous savez tous que l'huile en général est quand même plus légère que l'eau. Enfin, moins dense, pour être rigoureux. Déterminer les altitudes. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Donc, on est dans un truc statique, là, il n'y a pas d'écoulement, donc vous avez dit équation de la statique, exactement, justement. Alors, la statique nous dit que grade de P égale rho G. Non, oui, rho G, d'accord. Donc on ajuste le champ de pesanteur vers le bas, G égale moins G UZ, pesanteur constant, moins Rho G UZ, et ça nous dit que P1, enfin P en Z1, d'abord ça nous dit que P ne dépend que de Z, pas de la position dans un plan horizontal, P de Z1 égale P de Z2 plus Rho G de 1 moins Z2. Moins Z2. Si Z2 est plus petit, si Z1 est plus bas, non, on oriente pardon Z vers le haut, puisque j'ai mis moins Z, donc si Z est plus grand, la pression est plus petite. Donc voilà. Raisonner qualitativement, si Z1 est plus grand, la pression est plus petite, si Z2 est plus bas, la pression est plus grande, c'est bon. Pardon. Ok, alors, déjà, alors ça c'est dans un fluide. Ouais, du coup on n'a pas fait la feuille 1, donc on n'a pas encore vu que la surface de contact entre deux fluides au repos est horizontale. Puisque la pression ne dépend que de l'altitude, que de Z. Si vous avez une surface, si vous avez deux fluides en contact, fluide 1 et un fluide 2, comme la pression ne dépend que de l'altitude, par exemple,
on va dire, ces deux points-là, enfin, tous les points sur cette, à cette altitude-là ont la même pression. Pression là, 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 ils ont la même altitude, c'est la même pression. Et du coup, la pression ici, si c'était en biais comme ça, la pression ici, ce serait, si j'appelle ça P1, ici ce serait P1 plus ρ2G fois la profondeur, ici, H. D'accord? Et ici, par contre, en écrivant l'équation de la statique dans le fluide 1, j'aurai ici P1 plus ρ1 GH. D'accord? Cette pression-là est la même que celle-là, c'est P1. Ici, je suis plus profond de H dans un fluide de densité ρ2, donc j'ai P1 plus ρ2 GH. Et là, j'ai P1 plus ρ1 GH, puisque je suis plus profond de H dans un fluide de... Or, ça doit être égal à ça, puisque la pression ne dépend que de l'altitude. Donc, ceci égale ça implique que soit ρ1 égale ρ2, et là, vous pouvez tout faire. Si c'est la même densité, c'est possible, ça. Et sinon, ça n'a aucune chance d'être égal à ça, sauf si H égale 0. Donc, sauf si la dénivellation est nulle. Donc, à l'interface de deux fluides, que ce soit de l'air et un liquide ou deux liquides comme ici, la surface de séparation, elle est plane. De même ici, plane. Et de même, là, on est dans le même fluide. Donc, forcément, l'altitude de E doit être à la même altitude que ici, là. Si on appelle ça Z en partant de 0, ça va être H1 plus H2. OK? Donc ZE égale H1 plus H2. Si c'était pas... Enfin, bon bref, vous avez compris. OK? Ça va? Donc là, l'altitude de E, c'est H1 plus H2. Maintenant, l'altitude de D. Ah! Alors, on va écrire effectivement la statique des fluides, comme on l'a fait ici. Donc ça reste vrai. Mais attention, ça, c'est ρ du fluide dans lequel on plonge d'une hauteur Z1 moins Z2. Donc, on est ouvert à l'air, donc à pression atmosphérique constante. On néglige complètement la variation de la pression atmosphérique sur quelques centimètres, ou même sur quelques mètres, puisque la densité de l'air est tellement faible que la pression atmosphérique ici, P0 ou là, est quasiment la même. Si vous voulez, on peut dire qu'ici, on a P0 plus ρ de l'air fois ce dénivelé-là, c'est-à-dire H1 plus H2 moins ZD. Mais ce truc-là va être négligeable devant le reste. Donc, en général, on ne s'embête pas, on dit tout ce qui est ouvert à l'air libre, à moins qu'il y ait des variations. Si on est en haut du Mont Blanc, la pression est plus faible. Mais enfin bon, dans une pièce comme ça, ou même là sur 11 mètres, ça ne va pas changer grand-chose. Donc on va dire qu'on a P0 ici. Du coup, que vaut la pression? Eh bien, je ne sais pas, ici par exemple, à cette altitude-là, quelle est la pression en H2, à l'altitude H2? Eh bien, je vais appeler ce point-là, je vais l'appeler D'. Non, D', c'est un peu déprimant. Je vais l'appeler F. Alors, la pression en F, eh bien, c'est la pression en D plus ρ de l'eau G fois ZD moins ZF. D'accord? C'est enfoncé d'une hauteur ZD moins ZF. Et donc, on a gagné une pression ρ du liquide dans lequel on s'enfonce, G fois la profondeur. Mais par ailleurs, la pression en F, c'est la même que la pression en H, puisqu'ils sont à la même hauteur dans le même liquide, en passant par le bas. Donc la pression en H. Alors quelle est la pression en H? C'est P0. On va dire que c'est P1. Ouais.
P, c'est P0. Allez. P0 plus, alors pour passer de là à là, on s'enfonce d'une hauteur H1, mais dans de l'huile. Plus ρ de l'huile, G H1. Et ces deux trucs-là sont égaux, puisqu'ils sont à la même hauteur, dans le même liquide. Moralité, PD, alors PD c'est ça, grosso modo c'est P0. Hein, en vrai ce serait P0 plus, comme je disais, ρ de l'air, G H2 moins ZD. Mais cette grandeur va être petite devant les autres, puisque la densité de l'air est faible, donc je vais l'écrire P0. Hein. Plus ρ G ZD moins H1 égale P0 plus ρ de l'huile G H1. Et par conséquent, donc P0 c'est bon, ZD égale ρ de l'huile, là c'était le ρ de l'eau, ρ de l'huile sur ρ de l'eau plus 1 H1. C'est 1 plus la densité de l'huile H1. Yes. Alors, application numérique, on a dit D c'est 0,85, donc on a 1,85 fois 5 mètres, 6 mètres, 5 mètres, 6 mètres. Bon, ça fait 10, je sais pas quoi, 10,4, 10,7, 10, 48, 18. Non. 11,3, c'est ça? Non. Non. 11. 11,1, oui, c'est ça. 11,1. Bon, ouais. Donc par rapport à... Ah, ah oui, donc c'est plus haut en fait, c'est ça. Ah, j'aurais dû commencer par la question, est-ce que ça va être au même niveau, plus bas ou plus haut? Pour tester notre intuition. Vous l'auriez dit que c'était plus haut? Bah, sachant que sur le dessin, il est plus bas. Donc c'est plus haut, c'est ça. Alors, qualitativement, alors bon, d'abord, première remarque, donc faites bien attention, donc deux points à la même hauteur ont la même pression, à condition qu'on soit dans le même fluide. Hein, parce que donc ce point-là et ce point-là sont à la même pression, parce qu'ils sont dans, enfin on peut les relier par un même fluide, mais ce point-là et ce point-là ne sont pas à la même pression. Ce point-là et ce point-là sont à la même pression, parce qu'ils sont dans le même fluide, enfin, on peut les relier par une ligne venant du même fluide, mais celui-là et celui-là ne sont pas à la même pression. Faites bien attention à ça. Alors, là, maintenant, est-ce qu'on peut comprendre qualitativement pourquoi, en fait, ça monte plus haut ici? Comme ça nous permettra de vérifier qu'on ne s'est pas trompé. Alors...
Non, mais c'est pas possible. Non, non, mais il y a une erreur. Justement, parce que si on prend de là à là, non, mais il y a une erreur, c'est évident. De là à là, il y a une variation de pression qui vaut, c'est le poids de cette colonne d'eau. Enfin, c'est ρ de l'eau fois cette. Or là, de là à là, c'est ρ de l'huile fois cette hauteur-là. Donc ρ de l'huile étant plus petite, ça doit être plus grand. Non. Donc on s'est trompé, vous voyez. Alors, où on s'est trompé? Sur le dessin, c'est bon. Ah bah c'est sur le dessin, lui est au-dessus de l'eau. L'huile est au-dessus de l'eau. Donc, de là à là, on a une plus faible chute de pression que de là à là, dans de l'eau. Or, de là à là, ça doit être la même que de là à là. Donc, il faut une hauteur moins grande là, puisque la densité est plus grande. La masse volumique est plus grande. C'est-à-dire, pour chuter d'autant de là à là que de là à là, il faut bien que la hauteur ici soit plus petite, puisque la masse volumique est plus grande. Donc on s'est gouré là, je ne sais pas où, vous allez me dire. On a écrit que P en F, c'est P0 plus ρ de l'eau, G, fois cette différence. Ah oui, c'est ZF. Ah ben voilà, c'est Z. Ben non, si, c'est ZD moins ZF, c'est la hauteur. Oui, mais dans la formule, c'est Z1 moins Z2. Ah oui, non, Non, non. Et là, on a dit que en H, ah ben c'est pas H2 là, c'est H1 là, c'est H2. Voilà, c'est ça. Bon. Comme quoi, c'est utile de raisonner aussi physiquement, qualitativement. Donc là, c'est H2, c'est ça? C'est celui-là qui est H2. Bon, d'accord. Alors, on recommence. Donc, ça nous fait finalement... Ça fait plaisir de trouver des erreurs sur la base de raisonnement physique, non? Moi, je trouve. Donc, qu'est-ce que ça donne, ça? Alors, je divise quand même. Donc, j'ai ZD, en fait, voilà, qui vaut H1 plus DGH2, plus DH2, tout simplement. Voilà, c'est ça. Donc, c'est H1 plus quelque chose, bien sûr. Et le quelque chose, c'est H2 fois la densité, donc 0,85. Alors, fois H2, cette fois 5. 5 fois 8, 40. Donc 4,2 mètres. 4,25. 5 fois 5, 25. 4,25 mètres? Non. Ah ouais? Attendez, on ne s'est pas trompé encore, hein? Ça fait 10, en tout, ça fait 10, 25 ans. Non, mais c'est H1 plus ça. Ça fait 10, 25. Ah oui, c'est pas en plus de ça, oui, d'accord. Oui, non, d'accord. Donc 10, 25, donc là, la différence ici, c'est, au lieu de 11, c'est 75 cm, c'est ça? Voilà. Bon. C'était censé être un petit exercice facile d'échauffement. Bon, c'était facile d'échauffement, mais bon. On a le temps d'en faire un autre? Non? Bon, on en fera demain. Pourquoi H2? Vu que la distance est entre P0 Ah mais non, bien sûr. et Non, mais oui, mais vous avez raison. Vous m'avez tous laissé faire une tournée. Non, c'était bien H1 là. Ah. Bon, on recommence. Rasseyez-vous. Non, mais bien sûr, c'est quand même bien H1. Non, mais. Ah, c'est pas possible. De là à là, s'enfonce bien de H1. Bah alors, c'est quoi le problème? F, c'est pas H2. F, c'est H2. Ah, mais si, F c'est H2.
Donc c'est pas là, c'est ça. Donc c'est lui qui est bon. Et c'est lui qui est H2. Ah, bon. Merci. Allez. Ah, bon. Bon, alors, cette fois c'est bon. Oh là là. Quand on est fatigué, c'est pas bon. Hein. H2, dormez bien avant le café blanc, moralité. H2, 5 plus, et donc on rajoute combien là? 0,5 0,85. Ben oui, là ça a un sens. C'est juste une fraction de ce qu'il y a là. Donc 0,85 fois 6, c'est ce qu'on avait tout à l'heure. D'accord? Donc au lieu de monter à 100% de la hauteur là, on monte à 85% de la hauteur. Ici. Voilà, et ça c'est complètement intuitif pour le coup. Bon, allez, on l'a eu. Bon appétit. J'ai besoin de repos aussi.